On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, James Langlois interviewe le pianiste néoclassique Jean-Michel Blais. Valérie Laflamme-Caron dissèque la tendance web des Tradwives et Romain Martini nous raconte son parcours de foi aussi sinueux que passionnant. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très chic James Langlois. Salut James. Oui, toujours très chic Antoine. T'es un chic type toi. Oui, c'est ça. Quoi de neuf? Eh bien, des choses, là, on a un nouveau magazine qui vient de sortir, d'ailleurs que tu as entre tes mains. Ben oui, entre mes mains, je tiens le verbe. Ouais. Tu tiens pas mal de choses, en tout cas, mais tu vas y arriver. Je suis tout mêlé dans mes affaires. Ben oui, c'est un super beau magazine, franchement. Là. Avec en couverture Jean-Michel Blais. Comme tu l'as dit, je vais faire un retour sur mon entrevue avec lui, un artiste de chez nous que j'aime beaucoup. Ben oui, on va t'entendre dès le début de l'émission, mais on a aussi des invités, une chroniqueuse habituelle, Valérie Laflamme-Caron. Bonjour, madame. Bonjour, Antoine. Je dis madame, parce que tu parles de madame aujourd'hui, de choses de madame. Et de mademoiselle. Ah, de mademoiselle aussi? OK. Qui est mariée. Oui, mais c'est vrai de madame et d'aspirante madame. Ah oui, OK. Bon, alors, toi, tu débusques les tendances du web. On continue là-dedans en 2022. Exactement. On voyage sur les internets. Ah, ça coûte moins cher. Quoique... Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et on reçoit pour la toute première fois à On n'est pas du monde Romain Martini. Salut Romain. Salut Antoine. T'es tout sourire. Ça doit témoigner de quelque chose que tu portes en toi. Hein? Exactement, tu as compris. La joie du ressuscité. Exactement, oui. Et c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui, c'est ta rencontre avec le Christ. Exactement. Ça va être le bonbon à la toute fin de l'émission. Oh. Ouais, donc soyez patients, restez en onde et on se retrouve un peu plus tard. Romain, mais tu vas rester avec nous quand même. Ah, merci. Ouais. Je veux saluer aujourd'hui John Duchesne qui nous a écrit sur notre YouTube. Hein? C'est rare que ça commence à avoir de la vie, cette affaire-là. Il nous a dit de très bonnes chroniques et un animateur orchestrant. Bravo à tous. Alors, merci. Vous pouvez nous écrire à onpdm@le-verbe.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux. Salut James. Hey, salut Antoine. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors, on vient d'entendre un extrait de la pièce Murmure de Jean-Michel Blais qui va paraître sur son prochain album le 4 février prochain. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jean-Michel Blais, c'est un pianiste de chez nous qui réside à Montréal, mais qui est natif de Nicolette. Il va en parler tantôt. On va avoir des extraits de l'entrevue que j'ai fait avec lui. Et puis, donc, c'est son troisième album, hein, Jean-Michel Blais. Tu as parlé dans l'introduction de pianiste néoclassique. C'est parce que néoclassique, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est un courant de musique qui vient un peu en partie du minimalisme, là, qui est issu du courant minimaliste contemporain, donc Philippe Glass, tout ça. Éric Satie aussi, une centaine de on peut dire ça, mais ce sont des compositeurs de piano qui vont avoir des structures souvent, comme on disait, très minimales, mais qui vont aussi incorporer des éléments, même des fois populaires. C'est ce que Jean-Michel Blais fait dans cet album-ci qui va paraître est beaucoup plus... il fait un retour un peu plus, je dirais, avec de la musique d'orchestre. Là, il y a un petit ensemble de chambres avec lui, mais dans son album précédent, là, il y avait parfois des incursions électroniques. Ouais. Donc, sans plus tarder, là, je fais écouter un premier extrait de Jean-Michel qui, moi, j'étais très content de lui parler parce que, sérieux, son album, Dans ma main, m'a beaucoup marqué. Je lui disais ça m'honore parce que cet album-là a bercé la venue de mes premiers enfants. Puis là, donc, vous allez voir que lui aussi était bien content de savoir qu'est-ce qu'on allait dire ensemble.
c'est la première fois par, je dirais un magazine à connotation plus catholique, religieuse. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que quand mon attaché de presse m'a envoyé ça, j'ai comme fait êtes-vous au courant tout le monde, genre, parce que c'est quand même it's something. Moi, genre, je suis hyper à l'aise avec ça. Venant de Nicolette, j'ai grandi, j'ai été super religieux. J'ai fait de la musique beaucoup pour les messes, pour les jeunes, les mariages, tout. Quand j'étais petit à la cathédrale de Nicolet, j'ai failli être genre, j'étais guide touristique pour la cathédrale. J'étais très, très impliqué auprès de la communauté. Puis bon, la vie m'a amené à dévier complètement, puis à revenir par l'autre côté, de certaine façon. Puis j'ai étudié, je fais des études humanistes qui ressemblent beaucoup à. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se faisait autrefois au séminaire de. Tu sais, parce qu'il y a le troisième séminaire le plus important, le troisième, je pense, historiquement, au Québec, après Montréal-Québec, c'était Nicolet. Fait il y a toutes les archives. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les archives, là, j'essaie de comprendre. C'est comme si j'ai décidé de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense, par rapport au passé religieux du Québec, puis tout décidé d'analyser ça. Fait, par les études humanistes, j'ai toujours été excité. On a lu autant la Torah que plein d'extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis de Saint Thomas d'Aquin, puis tout ça. C'est des choses qui m'ont vraiment marqué parce que c'est de voir la profondeur de cette pensée-là. Comment on peut l'appliquer, la séculariser à la limite pour les gens qui seraient comme. Je te dis, j'ai tellement lu sur Dieu la première année de mes études que un moment donné, j'ai dit, faut que je me trouve ma définition du mot Dieu. Parce que si je suis tout le temps réfractaire parce que c'est associé à des connotations, j'en viendrai pas à bout, puis je serais pas capable de vraiment plonger de façon. Parce que c'est un anachronisme, en fait, d'essayer de relire le passé avec nos yeux, mettons, datés, révolutionnés d'aujourd'hui. Fait en travaillant ma perception, j'ai réussi ça m'a permis, je pense, d'aller plonger dans l'essence de ce qu'il y a, puis de trouver quelque chose de vraiment plus universel. Puis je pense qu'inévitablement, avec ce que je fais comme métier, honnêtement, moi, j'allais être curé quand j'étais petit. Je trouvais que la vocation avait l'air vraiment intéressante. Puis je me dis que des fois, c'est pas si loin ce que je fais. Je suis sur une scène devant 2000 personnes. On connecte. C'est pas une prière, mais on connecte dans l'universel par la musique, dans quelque chose de complètement spirituel. On touche à des questions vraiment profondes sur le sens de la vie. On est là-dedans à fond laquelle je m'adresse un peu à ma façon tout le temps au public. Je fais pas des sermons, mais il y a un rapport super similaire. Fait, quand j'ai su ça, j'étais comme ah yes, all in. All in pour l'entrevue, ça me fait triper. Ouais. C'est intéressant, James. On sent tout de suite l'enthousiasme de Jean-Michel Blais de participer à cette entrevue-là qui t'a accordée. Une phrase que je retiens, c'est pas correct de regarder l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un peu anachronique d'analyser l'histoire avec nos valeurs, nos cadres, nos grilles d'analyse d'aujourd'hui. Il y a ce désir-là de regarder le passé de façon honnête chez lui. C'est assez intéressant. Oui, on voit qu'il est très libre, puis il n'est pas du tout dans les idéologies, puis il y a un rapport pacifié même avec la foi catholique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet extrait-là, c'est qu'il parle du fait que ce qui se passe dans ces spectacles, moi, j'ai eu l'occasion de le voir là, durant sa tournée de l'album Dans ma main au Grand Théâtre à Québec. Puis c'est vrai que il se passe vraiment quelque chose durant le concert, là, c'est-à-dire qu'il y a un silence, puis lui, entre chaque chanson, souvent, il pose des questions aux gens, il nous amène à réfléchir, tu sais, comme il dit, c'est pas un prédicateur, mais presque, là. Puis, non, sincèrement, puis c'est quelqu'un de très relationnel. Il nous dit aussi que souvent, il passe beaucoup plus de temps après les spectacles à rencontrer les gens de personne à personne que plus la durée du spectacle. Oui, lui-même, exact. Ah, ouais. Puis vous allez voir, dans le prochain extrait, il parle beaucoup justement de l'importance des relations avec les autres. Là, avant notre entrevue, quelques semaines avant, il avait vécu un décès d'un ami. Je vous laisse l'écouter. J'ai enterré quelqu'un la semaine passée, un bon ami à qui on a qui avait demandé l'aide médicale à mourir. C'est la première fois que je côtoie la mort d'aussi près. Puis c'est ça la vie aussi, là. Ça finit de même, là. Ça finit que tu meurs. T'sais. Fait qu'on fait quoi? On fait quoi entre-temps? C'est comme. Puis comment on donne un sens à ça? T'sais? En tout cas, je pense qu'il y a plein de questions, mais je pense que la société est bien faite présentement pour nous cacher la souffrance puis la mort. Puis après, là, je vais sonner communiste, mais de nous booster dans le capitalisme, la consommation, puis nous enlever tous les plaisirs que sont juste partager une coupe de vin avec une amie, c'est pas cher à quelque part de simple. Tout est rendu comme complètement
mercantile, je trouve. Même les relations humaines. Je pensais à ça un jour, j'étais comme, tu peux plus parler à un ami, il faut que tu payes un psy 120 $. Puis tu peux plus rire avec un ami, il faut que tu payes un show d'humour à 60$ le billet. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se fait tout enlever quelque chose d'incroyable qu'on avait juste dans le rapport à l'autre. Chose humaine de fondamentale. Oui, exact. Quelque chose, juste le rapport à l'autre. Puis l'autre varié. On se fait éduquer par tranche d'âge qui fait que on est élevé avec des amis de ton âge. Tu n'as pas d'amis plus vieux, plus jeunes. Tu sais, moi, un de mes meilleurs amis a 24 ans, je pense. Puis un de mes autres amis qu'on vient d'enterrer, il en avait 72. Tu sais. J'ai toujours eu cette. Il faut déconstruire ça, je trouve. C'est tellement limitant pour tout le potentiel de ce que l'humain est. Puis je reviens vraiment à ça, c'est ma révélation de la semaine passée, mais tu sais, la vie est là, elle passe, elle est courte, puis t'en fais quoi? Puis c'est peut-être, Sartre disait qu'on est condamné à être libre, puis je comprends son point daté, tu sais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que ça devient une pression de choisir la bonne vocation, puis ce que tu veux faire de ta vie. Et c'est une chance aussi, tu sais, puis je pense que c'est comme ça qu'on essaie de bâtir un sens à notre vie. Hey, je suis déjà parti loin, je m'excuse. On sent bien que tu n'avais pas besoin de lui tordre un bras pour Ah non, tout de suite, quand l'entrevue est partie, là, ouais. j'ai commencé la discussion, là, puis il s'est lancé. Là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, puis on le voit qui aime beaucoup réfléchir, discuter avec les autres. Là. C'est assez profond aussi, hein, ce qu'il dit sur justement le sens de la vie. On est facilement diverti, étourdi par tout ce tourbillon. Puis prendre le temps de s'arrêter, de se questionner aussi sur nos relations autour de nous, c'est quelque chose qui ressort de l'entrevue. Oui, puis parlant de s'arrêter, là, lui, son dernier album qui va paraître le 4 février, le Obad, lui, il s'est retrouvé à Montréal. Il avait été évincé de son studio, tout ça, et sa relation amoureuse terminait, plus de tournée. Puis il s'attendait à ce que ça soit vraiment une période difficile, mais pour lui, ça a été un moment de renaissance. Puis d'ailleurs, tout son album Obad, c'est comme la définition, c'est un peu des chants à l'aurore, donc au lever du soleil. À l'aube. À l'aube, c'est ça. Donc lui, Puis je lui ai posé la question, on parlait de sens à la vie, mais toi, c'est quoi le sens de ta vie? Comment tu donnes sens à tout ça? Écoutez bien ce qu'il me dit. Et ça a changé tellement de fois dans ma vie. Tu sais, si je fais les grandes lignes, mettons. Moi, je t'interromps, mais tu sais, si on regarde un peu ta vie, tu sais, voyage, travail dans un orphelinat, éducation spéciale, études humanistes, tu sais, on sent que tu as une quête, là. Oui, puis je me disais ça juste avant de t'appeler. Je me disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais, la musique, pour moi, c'est pas une fin, c'est un moyen. Fait que c'est drôle que tu en viennes là, puis je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de te dire ça. Mais c'est un moyen. Moi, c'est la façon dont je décris la musique, c'est extrêmement spirituel. Tu sais, moi, quand je monte sur scène, mettons, là, où là, je m'en vais au piano tantôt, tu sais, où je compose. Je suis vraiment je suis un vecteur, je suis un moyen, ça passe à travers moi. Tu sais, je suis un point dans l'espace-temps. Ma responsabilité, c'est d'être disponible, d'être en forme, d'être à l'écoute de moi, des autres, puis de me forcer à m'asseoir au piano, à faire des tournées. Mais une fois que je suis là, il y a un travail qui se fait. Moi, je dis souvent qu'avant de monter sur une scène, le concert est déjà fait à moitié. J'ai rien fait. Mais de rassembler 2000 personnes qui sont prêtes à passer 1h30 en silence ensemble, moi, je fais volontairement aussi, j'essaie de faire place à la musique beaucoup, plutôt que, mettons, faire des projections ou des films ou essayer de trop de... Parce que je trouve que ça rend le spectateur moins passif. Tu te projettes. Puis là, tu vois ta vie défiler, tu penses à tes trucs, tu vis des émotions, tu ris, tu pleures, tu es touché, tu sais. Puis ça, moi, je fais rien. Moi, je fais juste faire mon petit truc en avant. Puis ça comme... J'ai vraiment l'impression... Tu sais, quand je compose, là, souvent, je le dis de même, j'ai plus l'impression d'être un sculpteur, tu sais, qui révèle ce qui se cachait déjà dans une pierre, mettons, ou un, je sais pas, un archéologue, tu sais, qui trouve des bouts. Je fais comme, tu sais, à un moment donné, la pièce, quand je sens qu'elle est finie, je suis comme, voilà, elle m'appartient plus. Je l'ai révélée au monde, mais... Puis je dis pas ça, je dis pas ça par prétention, là, tu sais, mais pour moi, au contraire, c'est vraiment très, très modeste la façon dont je conçois mon travail, ma passion, ma job, tu sais, ma vocation. C'est vraiment un moment donné, il faut que ça sorte. Puis c'est rendu tellement clair aujourd'hui, tu sais, comme là, Jacques qui est décédé,
c'est sûr que je vais composer une pièce par rapport à ça. Puis pas parce qu'il faut, mais c'est inévitable. C'est tellement intense ce que j'ai vécu que ça va être sublimé. Puis dans la pièce, il va y avoir... On est loin de l'art pour l'art, hein, toute cette mouvance là, qui déifiait presque l'art. Lui, il voit son travail, comme il l'a dit, comme un moyen. Oui, puis ça fait écho beaucoup à l'entrevue que j'ai fait aussi avec Jonathan Pajot dans le numéro de la Genèse, où lui-même, qui est un sculpteur iconographe, dit que lui, le fait de mettre de l'avant un peu ses propres sentiments, il se voit lui aussi comme un médiateur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très... classique ou traditionnel dans cette manière de vivre sa vie d'artiste ou de concevoir, c'est ça son rôle dans l'art. Là. Puis non, moi, je trouve que c'est très parlant dans la société d'aujourd'hui. Puis lui, c'est ça qu'il dit. Tu sais, comme je le disais avant, au début de cette question-là, lui, il a voulu être éducateur spécialisé, tout ça, il a fait des études humanistes, il s'est comme un peu cherché. Mais puis aujourd'hui, lui, la musique, il voit pas ça comme... Ça se peut qu'il fasse d'autres choses à un moment donné. Puis pour lui, c'est vraiment un moyen. James, tu rencontrais Jean-Michel Blais, pianiste néoclassique. On peut lire ton entrevue dans le tout nouveau magazine Le Verbe qui vient de paraître, le numéro de janvier-février. Il y a plein d'autres extraits que j'ai pas mis, qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. On va pouvoir en découvrir davantage. On peut lire ça sur le web aussi, sur le-verbe.com. Merci beaucoup, James, de nous avoir présenté cet artiste. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne le connaissaient pas encore. Allez écouter ça. Et on va en entendre un autre extrait. Oui, Passepied, là, qui va apparaître aussi sur son album le 4 février, sur son album Obad. Merci, James. À bientôt.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Passe-pied du pianiste Jean-Michel Blais. La chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron commence 2022 comme elle a terminé 2021, c'est-à-dire en nous livrant une autre passionnante enquête cyber-anthropologique. Exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. Débusqueuse de tendances et disséqueuse de mots-clics, elle a déniché pour nous un mouvement aussi curieux que paradoxal. De quoi s'agit-il? Il s'agit des tradwives et je dois dire que cette fois-ci, c'est le tradwife qui m'a trouvé sur mon compte TikTok. Donc, et voilà. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer cet univers qui est, ma foi, riche et foisonnant depuis 2020 environ. Peut-être qu'on peut l'attribuer à un retour à la sphère domestique généralisée. Mais là, c'est intéressant parce que si les algorithmes t'ont trouvé, c'est que tu réponds nécessairement un peu à certains critères. Tu vas nous définir c'est quoi là, une tradwife. Tu réponds à certains de ces critères-là qui définissent une tradwife. Et donc, ta critique va être, j'imagine, assez nuancée. Là. Oui et non. C'est un peu comme la van life dont j'ai parlé l'an dernier. J'ai déjà fait des voyages en van, mais il faut distinguer le quotidien, la réalité matérielle, là, le truc du mot-clic et de la sous-culture Internet là, qui l'englobe. Donc, oui, je suis une épouse et présentement, je suis à la maison, je cuisine et je fais du ménage, mais je ne me considère pas pour autant une tradwife. Donc, tradwife... Qu'est-ce que c'est ça? T'es pas traditionnaliste. Ben, pour certains, peut-être que je le serais, mais non, je ne me considère pas comme ça. Donc, c'est une contraction du mot trad qui vient de traditionnel et de wife, donc épouse en anglais. Et ça renvoie à un ensemble de contenus présents sur Instagram et TikTok essentiellement, où c'est des femmes qui présentent leur quotidien d'épouse, de mère à la maison. Donc, on retrouve du contenu plus classique tel que « Voici ma recette de muffin ». C'est cute, ça. Ou, oui, voici mon quotidien. Qu'est-ce que je fais le matin? Ben, je fais un café pour mon mari. Quelle est ma routine de nettoyage de ma salle de bain, à des contenus plus idéologiques, plus militants. Et ça, c'est un peu la dérive là, que je me permets de critiquer aujourd'hui. Là, j'imagine que tu nous as préparé une espèce de gradation. Là, on va passer justement des muffins à la critique politique Exactement. plus trash. Là. Parce que le terme traditionnel dans tradwives vient de traditionnaliste catholique là, ou chrétien. Non, vraiment, non. Okay. Traditionnel au sens large, au sens culturel. C'est beaucoup présent aux États-Unis, comme on va le voir. Donc là, ça ne sera pas catholique, mais plus d'influence évangéliste, là, mais... conservateur en général, je dirais. Là. Donc, oui, une gradation, parce que je vais faire comme elle. Je vais vous attirer avec la recette de muffin, mais je vais finir avec genre « Montons aux barricades! » Yeah! Donc, j'ai vu différents profils et la première qui m'a trouvée, c'est Alice, qui va se définir comme étant une crunchy mom. Allô, Alice? Allô, Alice. C'est quoi une crunchy mom? Elle mange des crunchies? Exactement. Non, c'est comme le nouveau terme sur Internet pour définir les mères bio-vegan, si je pourrais dire. Ah, quand tu manges une carotte, ça fait crunch. Exactement. Puis t'en donnes à tes enfants, puis tu ne leur donnes que ça. Mais non, ça traite de sujets qui peuvent nous intéresser, comme l'éducation Montessori, la motricité libre, l'allaitement, les naissances plus naturelles, qu'on va appeler et tout ça. Donc, c'est par là qu'on m'a attrapée. Mais Alice, bon, elle y va quand même dans la revendication et une forme d'extrémisme, là. Elle est très critiquée. Par exemple, elle considère que les lits pour bébés sont des prisons. Parce que, tu sais, les barreaux d'un lit pour enfants, c'est comme les barreaux d'une prison. Moi, je pense que ça dépend si tu l'attaches au barreau ou pas. Ouais, ben c'était pas ça le but, de toute façon, d'enfermer son bébé pour la nuit. Mon Dieu, ça dérape déjà. Hein? Et voilà. C'est donc, très tôt dans la chronique, ça dérape finalement. Voilà, donc tu lui donnes raison. Donc, ça permet d'enfermer les bébés. C'est pour ça que le mien s'est tiré par-dessus l'autre fois. Ah Pour non. vrai? Ah, ouais. On reviendra là. J'arrête pas de dire à mon mari qu'il faut baisser le lit présentement, puis il m'ostine que c'est pas le temps. Le Donc, mien, il était baissé. OK, bon. Fin de la parenthèse. Puis bon, elle-même, elle est vegan et son enfant d'1 an ne se nourrit que de lait et de fruits. Donc, son bébé est frugivore. Donc, elle le laisse manger des cailloux et il ne porte pas de crème solaire dans le désert de l'Arizona. Donc, évidemment, là, les autres mères d'Internet se sont mises à la critiquer vertement. Donc, moi, ce qui me séduit là-dedans, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs critiques à faire avec une certaine culture de la gynécologie, par exemple. Elle milite beaucoup contre les violences obstétricales, mais en réaction à ça, elle a accouché seule dans sa salle de bain. Donc, bon, ça peut être des choses qui, des fois...
on peut douter pour la sécurité. C'est intéressant parce que même dans les traditions, si on explore toutes sortes de traditions, plusieurs traditions, même ici, là, au Québec ou dans les traditions occidentales, reculons dans le temps, l'accouchement n'était pas un acte aussi individuel que ça. T'sais, c'était social, c'était familial. Il y avait bien du monde là, qui participait d'une manière ou d'une autre à tout ça. Oui, tout à fait. C'était pas quelque chose que tu faisais par toi-même pour vivre une expérience là, transformante et transcendantale. Mettre des mots-clics après sur les réseaux sociaux. C'est ça, ça advenait. Ça advenait. Donc, finalement, moi, je pense qu'il y a une limite à cet appel de la nature-là et à l'éducation bienveillante. Comme Alice, par exemple, si son enfant se réveille au milieu de la nuit, elle essaye pas de le rendormir. Elle fait une vidéo TikTok avec lui où elle montre comment qu'elle joue puis qu'elle est bienveillante parce qu'elle ne le coerce pas à retourner dormir dans son lit. Mais non, elle accepte... Dans son lit prison? Non, il sur le, sur le plancher. Ouais, c'est ça. Un lit Montessori. Avez-vous entendu mon... Donc, c'est ça. Elle fait un TikTok, puis elle dit que son enfant il est plutôt nocturne, donc elle doit respecter le rythme de son enfant, donc grand bien lui fasse. D'accord. Mais c'est intéressant, c'est comme beaucoup d'hérésies. Excuse-moi, je t'interromps, ça me passionne, cette histoire-là. Non, mais c'est comme beaucoup d'hérésies, ça part de choses foncièrement vraies, là, et qui ont bien du bon sens, mais qui pognent une tournure un peu Mais il y a intense. comme, c'est ça, une dérive. Mon enfant lui-même se couche tard, là. On a essayé, ça marche pas, on l'accepte, là, mais on l'entretient. Vous adaptez jusqu'à une certaine limite à lui, c'est correct. Exactement, mais toutes les meilleures plantes au monde ont besoin de tuteurs pour grandir, je veux dire. Là, Bon, en tout cas, on va passer à la suivante parce que... Alors, Alice, merci, au revoir. Oui, au revoir. Ça, c'était la Crunchy Mom bio-vegan de l'Arizona, Alice de Phoenix. On la salue. On passe à Alena. Bonjour, Alena. Donc, Alena, Kate Pettit, je l'appelle l'influenceuse de type ancien régime. C'est une Britannique qui va faire du contenu plus en lien avec l'étiquette à l'européenne. La classe. Oui. Là, on est ailleurs. Donc, c'est une ancienne directrice marketing. Donc, je tiens à le dire parce que je pense que c'est pas étranger à sa démarche, qui a décidé d'embrasser son rôle de femme au foyer. Elle raconte qu'elle a rencontré un homme plus âgé qui lui a dit « Toi, tu es une femme qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. » Et elle a dit « Mais oui. » C'est vrai. Et elle a eu un enfant et depuis, elle a découvert les joies de la vie domestique et d'un commun accord avec son mari, là, ils ont décidé qu'elle pourrait rester à la maison. Puis, bon, je pense que c'est tout à fait... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème à ça. Mais là, elle en a fait une petite entreprise. Donc, elle va se réclamer des valeurs démodées, donc old-fashioned values, puis de la sagesse ancienne. On doit dire que c'est une chrétienne born again, elle et son mari. Donc, elle dit s'appuyer sur la Bible là, pour justifier son contenu. C'est intéressant parce qu'au début de la chronique, tu disais que les tradwives, c'est un phénomène surtout américain, mais on pourrait même élargir la définition à quelque chose d'anglo-saxon, là, si on tient compte d'Alena de Londres ou quelque part du... Oui, c'est ça, en Angleterre. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est ça, elle va vraiment utiliser les codes de l'étiquette britannique, par exemple. Donc, beaucoup plus que c'est sa niche, là, c'est sa façon de se démarquer. Exactement. Donc, le livre qui l'a rendu connu s'appelle Ladies Like Us. Donc, ça se présente comme un guide pour aider les femmes à devenir des femmes classes, gentilles, éduquées et romantiques pour embrasser leur identité de femme telle qu'elle a été voulue par Dieu. Elle ne va pas dire par Dieu, là, mais telle qu'elle... Elles ont été créées pour ça, finalement, pour être des personnes élégantes et romantiques. Mais c'est tout vrai, ça? Ben oui, je pense qu'on a des aspirations dans nos cœurs, mais après, comment ça va s'incarner? Bon, Est-ce que ça doit nécessairement s'incarner de la manière dont Alena parle? La manière ancien régime. Selon la classe britannique et ancien régime. Ouais, non, c'est ça, exactement. Je pense que ça, on peut en discuter. Puis tout son contenu, elle en fait la promotion sous le couvert de la Darling Academy, qui se veut une école de charme virtuelle. Donc, il y avait un mélange d'école de charme et d'économie familiale, comme on pouvait retrouver dans les années 50. Donc... Moi, je suis certain que le mari de Valérie dirait que c'est une femme élégante et romantique. Mais ouais, c'est pour ça que je disais ça. C'est bien des gens qui aimeraient répondre à toutes ces étiquettes-là, être élégant, romantique, avoir de la classe, être instruit, tout ça. Oui, ben c'est là où moi, ça vient un peu me chercher parce que d'un côté, moi, je suis d'accord qu'il existe peu de contenu qui concerne le couple dans sa dimension familiale, destiné à perdurer dans le temps. Ouais. Tout le contenu qu'on retrouve, c'est du contenu sur la séduction, le dating. Mais cela dit, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté, déjà, on le devine un peu plus vindicatif
créatif parce que Helena, elle aime faire dans la provocation. Ah oui? Par exemple, à la BBC, elle disait qu'elle voulait se soumettre et garder la maison et gâter son mari comme en 1959. Et pour qu'un mariage fonctionne, la femme doit faire passer son mari en premier. Donc là, toutes nos oreilles de progressistes québécoises, matriarcales, là, on est très comme « ouh ». Mais quand on l'écoute, finalement, on se rend compte que derrière les citations choc, il y a une réalité beaucoup plus nuancée. Et puis, bon, moi, j'aime pas tant ça quand on me fait frisonner les oreilles juste pour me vendre des livres. Ben, c'est ça, il y a de la salade à vendre derrière ça. Là. Exactement, parce que sur sa chaîne YouTube que j'ai écoutée, elle dit qu'elle veut pas envoyer les femmes à la maison dans les années 50, mais qu'elle aime l'esthétique. Elle aime l'esthétique. Et puis aussi, elle allait relativiser ce qu'elle entendait par le mot soumission, parce qu'elle, comme chrétienne, elle se renvoie au passage où on dit que l'épouse est soumise à son mari, qui est soumis à Dieu, qui va donner sa vie comme le Christ. Très bien. Mais comme elle donne comme exemple, elle dit « moi, mon mari s'occupe de la gestion financière et puis moi, je lui fais confiance et je me soumets à ses décisions et moi, j'ai un autre champ. Puis là, je suis comme, moi aussi, chez nous, c'est mon chum qui magasine les contrats d'assurance puis les pneus d'hiver. J'y fais confiance. Puis bon, en tout cas, c'est ça. Fait que moi, t'es peut-être plus born again que tu penses, Valérie. C'est ça que ça veut dire. Ou peut-être qu'elle l'est moins qu'elle pense. Ou peut-être qu'ils sont moins conservateurs qu'ils pensent. Et là, ce qui nous mène à la dernière catégorie. Alors, ciao bye, Alena de l'ancien régime britannique. On en vient à une troisième catégorie qui est la militante là, suprémaciste. Oui, exactement. Et là, vous imaginez peut-être des petites louves nazies, mais non, on parle vraiment encore une fois, des belles femmes, parce que puisqu'on est sur les médias sociaux, celles qui performent reprennent les codes universel du succès sur les médias sociaux. Ben ouais. Donc, c'est un mouvement qui séduit de plus en plus autant les adolescentes que les femmes dans la trentaine. Et ça contient tout ce dont on vient de discuter, mais avec un ton beaucoup plus revanchard. Par exemple, les recettes de biscuits vont être accompagnées du mot-clic antiféminisme, parce que faire des muffins, ça va être antiféministe. Une vidéo de ménage va être accompagnée par le mot-clic red pilled, qui est comme un mot-clic à la mode dans les milieux alt-right et puis incel, là, les célibataires involontaires, ça renvoie à la matrice, parce qu'ils vont dire que les féministes libérales, elles sont dans un univers de la matrice, un univers artificiel dont elles se sont libérées en retournant à la maison accomplir leur rôle de femmes traditionnelles. Bien sûr. Et elles vont toujours Je saigne du nez, excusez. Oui, continue. Elles vont toujours s'attaquer justement au gauchisme, si je peux dire. Là. Aux États-Unis, ça va être plus les liberals qui vont les appeler, au féminisme et tout ça. Donc... En quoi c'est suprémaciste blanc, là, cette tendance-là? Bon, c'est qu'en fait, il faut voir les raisons pour lesquelles elles veulent occuper ce rôle-là. C'est souvent pour assurer finalement la pérennité de la nation. Donc, on est dans quelque chose de très nationaliste et de nationaliste blanc américain parce qu'on considère que le féminisme a détruit la société américaine et a permis l'avènement de l'immigration de masse à travers la dénatalité, si je peux dire, parce que les femmes ont eu moins d'enfants. Puis bon, elles vont pas demander plus de congés de maternité aux États-Unis. Elles vont juste dire retourner à la maison. Donc, c'est vraiment pour les objectifs qu'elles poursuivent et les affinités qu'elles vont cultiver avec d'autres groupes qui permettent de les situer là, de ce côté-là de l'extrême droite du spectre politique. Je dirais que dans les mouvements alt-right, on va souvent voir des hommes. Fait que c'est plus le penchant féminin de cette mouvance culturelle-là. Valérie, il nous reste deux minutes. Tu tires toutes sortes de pistes de réflexion de ton analyse. Je n'en doute point. Oui. Donc, premièrement, on peut s'amuser qu'elle retrouve dans les années 50 la quintessence de la culture occidentale. Ben ouais. Donc, entre 50 et 59. C'est l'arrivée des frigos et des machines à laver, après tout. Exactement. Puis des télés, non? Oui, aussi, c'est vrai. Et des anti-anxiolytiques. Ah, tiens. La pilule contraceptive. Aussi. Non, mais sans blague, cette division du travail qu'on remarque, il y a plusieurs historiens qui, pour se moquer des tradwives, ont dit que c'était tout à fait moderne et que c'était relié à l'industrialisation et que si elle voulait vraiment être traditionnelle, elle devait plutôt s'inspirer du mode de vie médiéval. Où la maisonnée, finalement, était conçue vraiment comme une entité économique, si je peux dire, et tout le monde contribuait, dont la femme. Ensuite, en consommant ce contenu-là, on peut aussi se questionner sur les performances. T'sais, pourquoi il faut toujours que ce soit magnifique, beau? Puis je veux dire, moi, j'aime ça bien décorer chez nous. J'aime ça mettre des fleurs et j'aime ça faire des bons petits plats et tout ça. Mais c'est quoi l'objectif de ça? Qu'est-ce qu'on a à prouver? On dirait que j'ai pas envie de me filmer
filmer là, quand mon bébé se réveille la nuit. C'est pas mon premier réflexe. Là. Hey, regardez comment je suis calme et joyeux quand mon bébé se réveille la nuit. Non, c'est pas ça. Oui, puis c'est vraiment une identité virtuelle, si je peux dire, qui, comme dans les mouvements alt-right, est basée sur la colère. Tu sais, Marie-Lou, quand elle présente ses recettes, elle n'est pas en train de revendiquer rien. Elle partage qu'elle aime faire la cuisine et qu'elle veut nous partager sa passion, mais elle n'est pas en train d'être en guerre, là. Donc ça me questionne. Et pour terminer, je pense qu'en fin de compte, on est dans des sociétés, on est très éduqués à des rapports beaucoup plus égalitaires. Puis je pense que même dans certains milieux, même dans les milieux catholiques, même ici, c'est déjà arrivé, on va brandir là, la soumission de la femme parce que nous, on est différents. Et puis... il y a eu plein de chroniques là-dessus. Oui. Non, mais je veux dire, c'est vrai. on va en parler, mais souvent, quand on regarde concrètement parlant, c'est pas aussi caricatural là, que ce qu'on peut retrouver. Puis souvent... c'est finalement un abandon ou une recherche d'abandon du pouvoir au sein du couple et puis de confiance et de lâcher-prise réciproque. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Hey, merci Valérie pour ce tour d'horizon de la tendance ou du mouvement, on ne sait pas trop comment l'appeler, mouvement des tradwives, surtout présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Allez faire un tour là-dessus avec le mot-clic tradwife ou tradwives au pluriel. Pour ceux que ça intéresse, pour les autres, vous aurez eu la chronique de Valérie. Sachez que ça existe. Sachez que ça existe. Merci Valérie. Merci. J'écris des chansons, je ne sais pas parler. Jamais. Impossible de finir ce que j'ai commencé, merde. Si c'est fait pour arriver, ça va marcher. C'est peut-être différent si j'ai dit cette phrase 1 million de fois. Son visage dans mes pensées, d'autres visages pour me changer. J'ai les idées qui se cachent dans le noir. Tu es sage comme des yeux d'ange. Je mets les yeux dans, je sais le danger. Ça fait mal comme le diable. Moi je baigne dans les flammes. Et ça fait 3 bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression de déjà vu. Chaque fois on flot comme un pansement sur la peau. Oh oh, c'est bon mais ça ne fait que cacher les blessures. 3 bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression de déjà vu. On flot comme un pansement sur sa peau. Oh oh, c'est bon mais ça ne fait que cacher nos blessures. Chansons, je ne sais pas parler. Jamais. Si je tourne ma langue cette fois, c'est pas pour parler. Merde, et tu deviens pas, j'apprends ton temps pour penser. C'est peut-être différent si pour moi, il m'en reste moins devant. Son visage dans mes pensées, d'autres visages pour me changer. J'ai les idées qui se cachent dans le noir. Je pars au large avec le diable. Viens, on écrit notre fable. Chaud comme les pieds dans le sable, mais tu veux baigner dans les flammes. Et ça fait 3 bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. Chaque fois c'est la même chose. Un flot comme un pansement sur la peau. Oh oh, c'est bon mais ça ne fait que cacher les blessures. 3 bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. Chaque fois c'est la même chose. Un flot comme un pansement sur sa peau. Oh oh, c'est bon mais ça ne fait que cacher nos blessures. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Bateau de Marilyn Léonard. Ça dure et ça perdure depuis longtemps déjà, les scandales d'église et les raisons de ne pas croire ont bonne presse. Il est même devenu bon ton de faire état de son apostasie publiquement. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune adulte à demander d'intégrer l'Église catholique romaine? Romain Martini a récemment fait ce passage et il est avec nous aujourd'hui pour témoigner de son parcours de foi. Salut Romain. Salut Antoine. Salut tout le monde. Salut. Contrairement à bien des gens de notre âge qui ont reçu le baptême bébé et qui se sont ensuite éloignés de l'Église, toi, tu as un peu fait le chemin inverse.
Ouais, c'est pas mal ça parce que quand je suis né, pareil pour mon frère, mes parents qui ne sont toujours pas croyants, je prie souvent pour ça, ont décidé de ne pas nous baptiser, même par tradition, parce qu'ils voulaient qu'on fasse le libre choix de croire ou de ne pas croire dans quelque religion que ce soit, une fois qu'on serait rendu genre adolescent, adulte, et je les remercierai jamais assez pour ça, parce que du coup, mon baptême que j'ai reçu beaucoup plus tard, je l'ai vraiment demandé tout à fait librement. Donc pendant toute mon enfance, mon adolescence, donc vous entendez à mon accent que je ne viens pas des îles de la Madeleine, même si j'ai enseigné, parce que je suis enseignant en chimie au cégep, puis mon premier contrat était aux îles de la Madeleine, mais je ne viens pas de là-bas, je viens de France. Donc moi, j'ai pas tant entendu parler de Jésus quand j'étais enfant, adolescent, à part un petit peu à l'école, mais souvent avec l'école laïque républicaine française, on voit seulement le point de vue historique. Je me souviens de certains enseignants qui disaient la religion, ça a été inventé pour les hommes qui avaient comme peur de la mort ou comme instrument d'oppression sociale. Fait que j'étais la religion comme... qui était très imbriqué avec le pouvoir, notamment sous l'Ancien Régime en France. Donc moi qui étais très imbibé de l'esprit républicain, de la Révolution française et tout ça. Laïque au sens français aussi. Exactement. Donc c'est sûr que moi je voyais vraiment la religion, notamment catholique, comme un instrument de pouvoir. Puis je me disais à l'époque, en niaisant là, comme je l'explique d'ailleurs, j'ai fait un petit témoignage dans un journal paroissial de Saint-Thomas d'Aquin, celui du mois de novembre où je parle un petit peu de ça. Je me disais, bon, si un jour, c'était pas du tout dans mes plans à l'époque, je me dis, mais si un jour je deviens chrétien, je deviens protestant. Parce que j'ai toujours pris le parti pris des protestants, ces pauvres protestants en France qui avaient été opprimés par les catholiques, la Saint-Barthélemy, tout ça. Donc, ok, je pense pas devenir chrétien, mais si ça arrive un jour, protestant, mais jamais catholique. Jamais, jamais, jamais. Alors, si t'es vraiment mal pris, puis tu dois absolument devenir chrétien, ça va passer par les protestants, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Exactement, parce que les premiers qui m'ont parlé sérieusement de Jésus, c'est des protestants allemands. C'est quand j'avais 16 ans et que je faisais un échange de longue durée de 3 mois et demi en Allemagne que je me suis retrouvé dans une famille chrétienne. Et bien qu'ayant beaucoup parlé avec mon correspondant avant, il ne m'avait jamais parlé de sa foi. Lui, pourtant, qui était chrétien tout à fait convaincu. Et quand on est arrivé, mon père et ma mère m'ont déposé là-bas. Donc, j'allais dans une famille que je ne connaissais pas pour 3 mois et demi, à 6h30 de route de chez nous. Puis là, j'arrive, je parlais quand même relativement bien allemand, je voyais des citations bibliques, enfin, des trucs qui parlaient de Dieu, là, et prières avant les repas. Moi, des prières avant les repas, j'avais juste vu ça dans des films avant. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais ok, je croyais pas en Dieu, mais j'ai fait un genre d'acte de foi. Ok, bon, on va arrêter. J'allais pas faire demi-tour. Si, ouais. Exactement. Puis après, au travers, ils m'ont intégré vraiment. Ils m'ont dit au bout de quelques jours, tu es notre 4e fils. Il y avait comme 3 fils, je suis donc le 4e, le fils adoptif. Et on a très vite, très librement parlé de tous les sujets et de la foi. Et ils ont évidemment, en bon chrétien, ils voulaient évangéliser. Ils ont cherché à me convertir. Sur le court terme, ils n'ont pas réussi parce que ça m'a juste craqué sur l'athéisme. Même s'il y a une nuit, je me souviens, où j'avais l'impression d'entendre une voix, mon fils, viens à moi. Mais bon, l'ego d'un... En allemand, cette voix-là ou Non, en français. En français, tiens. C'est intéressant, non, en français, je me souviens très bien. Il était 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. Je suis même pas allé à l'école le lendemain, tellement ça me travaillait. Oui. Et là, t'avais quel âge, Romain? J'avais pas tout à fait 16 ans. Okay. J'avais pas tout à fait 16 ans, c'était en 2004. Puis je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'appelait, mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui croyait pas en Dieu, mais une autre partie qui savait quelque part que Dieu était là, mais qui était pas prêt à l'accepter parce que ça impliquait trop de changements. Puis je pense que le principal obstacle, puis c'est pour tout le monde pareil, c'était l'orgueil. Puis l'orgueil d'un gars qui va avoir 16 ans... C'est quelque chose. Fait que j'ai complètement rejeté Dieu. Je suis devenu un athée ultra convaincu, anticlérical. J'avais un ami catholique qui est toujours ami avec moi, Jérôme, avec qui on avait de très belles discussions. Mais lui, il m'accueillait toujours dans la paix, dans la joie, etc. Malgré mes critiques très vindicatives. Il m'a emmené à une messe. Puis moi, j'étais critique tout du long. Au moment où on disait la paix du Christ, moi qui étais très convaincu, je dis non, je ne peux pas dire la paix du Christ, j'y crois pas. Fait que je disais aux gens, à vous aussi. Puis les gens me regardaient vraiment bizarrement. C'était drôle. Ça, c'était quand même drôle. Fait que, en tout cas, et ça a duré combien de temps, cet athéisme-là? L'athéisme vraiment militant, je dirais 2 ans. Après, en allant à l'université, j'ai vu comme d'autres mondes et tout. Puis je pense, à un moment donné, la poussière retombe aussi un petit peu. Là. Fait que là, j'étais comme plus agnostique. Puis ça a duré quand même 2 ans. Puis il faut savoir quand même qu'un petit peu avant, quand j'avais 13 ans, quand mon grand-père, qui est décédé du cancer en 2001, était très malade, j'avais quand même déjà prié. Puis comme mon grand-père était décédé, je me dis, Dieu, il n'existe pas parce que mon grand-père que j'aimais, il est mort. Ou alors, il n'est pas gentil. Dieu. Et après, en 2008, à un moment donné, je me suis remis un peu à prier un peu. J'étais dans une relation difficile et tout. Bon, après, la relation s'est finie, j'ai arrêté de prier. Puis à un moment donné, j'étais de nouveau en Allemagne, mais à un autre endroit. J'étais assistant de langue française dans une petite ville
un peu perdu. Vraiment au milieu de l'Allemagne, il y avait très peu de jeunes, les commerces fermaient à 6 heures, etc. Donc je me sentais très seul, puis j'ai eu un petit problème de santé. Bon, rien de dramatique, mais quand on est loin de sa famille et tout ça, tout devient plus gros. Puis à un moment donné, je revenais de l'épicerie, je me dis, il doit y avoir quelque chose d'autre. Puis là, j'ai vraiment accepté Dieu. Mais Dieu au sens général. Puis, ayant grandi dans des milieux chrétiens, naturellement, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai pas du tout été attiré, par exemple, par d'autres religions, quelles qu'elles soient. Le réflexe a été de lire la Bible, d'abord en allemand, puis après, j'ai récupéré, parce que je retournais en France pour des fêtes, j'ai récupéré une Bible qu'un ami français de ma famille d'accueil de 2004 m'avait offert. C'est un monsieur Guy Marchal, il m'avait offert une Bible. Au début, je l'avais ouverte pour critiquer, pour dire « Oh, c'est n'importe quoi, la Genèse, c'est très patriarcal, c'est macho, etc. » Puis là, je l'ai rouverte. Et j'ai commencé non pas par l'Ancien, mais par le Nouveau Testament. J'ai lu les évangiles, puis moi qui étais très très à gauche, la grande découverte, je me dis « Ah, mais finalement, le christianisme, c'est pas du tout conservateur. Jésus qui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Fait que c'est vraiment tout cet aspect moral, la bonté, la bienveillance, la générosité. Cet aspect moral-là m'a beaucoup attiré. Mais pour moi, Jésus, je le considérais comme un prophète, un enseignant, mais pas comme le Fils de Dieu. Puis ça a duré, je te dirais, à peu près 3 ans, où je croyais en Dieu, je récitais Notre Père à peu près tous les soirs, mais j'étais pas chrétien parce que je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'étais quand même croyant. Puis à un moment donné, j'ai fini 2011, une année assez charnière dans ma vie, parce que après l'année en Allemagne en 2008-2009, j'étais au Québec 1 an. Et comme beaucoup de Français qui ont été au Québec, le retour en France a été un peu dur. Fait qu'à l'été 2011, j'étais mêlé. Est-ce que je reste en France? Est-ce que je m'installe au Québec? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis c'est souvent dans ces moments-là que le Seigneur vient nous chercher. Et j'ai lu un autre livre en français que ma famille d'accueil m'avait envoyé, qui avait pris la poussière pendant des années, ou alors je l'avais ouvert pour critiquer, qui s'appelle « Jésus, notre destin », traduit de l'allemand d'un pasteur qui avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale, un pasteur allemand, parce que il avait critiqué le nazisme en disant que le Seigneur, c'était Dieu, c'était pas Hitler. Et il avait été en prison pour ça. Et il procède par questions dans ce livre, et une des questions, c'est « J'ai déjà Dieu, pourquoi me faut-il Jésus ?» Puis moi, c'est ça, j'ai déjà Dieu, je crois en Dieu. Jésus, ok, son enseignement est cool, mais pourquoi il me faut Jésus? Et là, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus. Et là, j'ai commencé tranquillement à me diriger vers le christianisme. Et comme je bougeais beaucoup, après, je passais 1 an aux États-Unis, j'allais probablement m'établir au Québec, je me dis, je vais attendre de m'installer quelque part. Puis là, pour mon anniversaire de mes 24 ans, donc le 6 septembre, je donne ma date de fête en même temps, 2012... pour mes 24 ans, je donne mon âge en même temps. Donc, pour mes 24 ans, ça donne qu'aux États-Unis, je croise par hasard un pasteur sur le campus. En fait, on avait un ami commun pour fêter. Je fêtais ma fête avec un collègue et il avait un ami pasteur qui était sur le campus parce qu'aux États-Unis, c'est facile pour les pasteurs, les prêtres de venir sur les campus. Et on se met à jaser pendant 1 heure. On parle de tout sauf de religion. Puis à un moment donné, je me dis, mais Romain, t'es donc bien niaiseux là. Si ça fait que t'es comme en questionnement spirituel depuis un bout, là, s'il y a quelqu'un avec qui en parler, c'est ce gars-là. Alors vas-y, plonge, Romain. Pose-lui la question, c'est quoi cette affaire-là de Jésus? C'est ça, fait que j'ai commencé à lui dire, et lui, après, il m'a dit qu'il n'osait pas aborder le sujet parce qu'il savait que les Français étaient très anticléricaux, fait qu'il voulait pas rentrer sur un terrain glissant. Puis je lui dis, vous savez, j'ai lu les évangiles, puis je prie le Notre Père, etc. Puis je dis, je pense que je vais me faire baptiser, mais là, j'arrête pas de bouger, j'attends de m'installer quelque part. Puis là, il me dit, écoute, tout ça en anglais, bien sûr, je te forcerai pas, Romain, mais alors, c'est pas avec des muffins comme on en parlait tantôt qui m'attirait, mais il m'a dit, après le culte dimanche prochain, il y a un barbecue. Je suis pas allé au culte, mais je suis allé au barbecue après. Il y avait des jeunes. Ok, les jeunes chrétiens, ils sont normaux, ils sont comme tout le monde. Je veux dire, ils sont pas forcément ultra conservateurs ou je ne sais quoi, ou genre boivent jamais illuminés. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai beaucoup aimé la communauté. J'ai commencé à aller à l'étude biblique, un peu au culte. C'était plus l'étude biblique qui m'intéressait. Puis à un moment donné, novembre 2012, je ressens un appel du Seigneur et je me dis, pasteur, je veux me faire baptiser. Et j'avais une famille d'accueil là-bas à travers l'église qui sont devenus mon parrain et ma marraine, qui habitent là-bas, c'est à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Fait que j'ai été baptisé et en même temps confirmé à l'église luthérienne. Donc une église protestante, mais entre guillemets relativement proche du catholicisme. Et là, après, j'allais à l'église régulièrement, ça se passait bien. Puis après, en juin 2013, mon année aux États-Unis se termine, je m'installe au Québec, où la communauté luthérienne est très petite et où il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc là, je suis allé voir du côté des réformés, donc plus calvinistes. Puis ce qui m'a attiré, j'y suis pas allé pour les bonnes raisons, j'y suis allé parce qu'il y avait plus de jeunes. Et mon ancien pasteur aux États-Unis était un peu fâché, il dit, mais là, la communion, on n'a pas la même vision, parce que chez les luthériens croient aussi en la présence réelle. Quelques différences avec les catholiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors que pour les calvinistes, c'est spirituel. Puis la liturgie est très différente et tout. Mais moi, à l'époque, pour moi, la communion, c'est pas si important que ça pour moi à l'époque. Fait que je suis allé chez les calvinistes. Puis ça a duré comme ça pendant quelques années. Après, j'ai fini mes études en enseignement collégial, je suis au Logis de la Madeleine, à Gatineau, mais je revenais toujours à l'église calviniste. À Québec? À Québec, oui, à Québec. Donc, quand je revenais à Québec, j'allais à cette église calviniste, puis j'avais des amis, puis j'étais correct là-dedans. Puis là, en 2017, je reviens de Gatineau. J'avais été prof là-bas, mais je n'avais pas vraiment accroché sur la ville. Je voulais revenir à Québec.
Puis là, à un moment donné, un soir, en allant à mon église donc calviniste, où il y avait une réunion, je passe devant saint Thomas d'Aquin, dont on m'avait beaucoup parlé. Je me dis, non, c'est catholique, non, j'y vais pas. Ou à un moment donné, je me dis, bon, il faudrait quand même que j'y aille parce qu'on m'en a beaucoup parlé, mais j'irai un jour. Un jour. C'est dire en haut, et quand on dit j'irai un jour, souvent on n'y va jamais. Puis là, donc c'était en septembre 2017, je passe devant, je vois Messe des Jeunes, il y avait plein de voitures, je dis ok, dimanche prochain j'y vais. Et là j'arrive, j'ai été super bien accueilli par Bénédicte Rimbaud, que je salue, et j'ai tout de suite accroché sur la liturgie, les chants, le dynamisme, la jeunesse. Il y a Sarah Christine, que je salue aussi, qui m'a accueilli. C'était le tout premier parcours alpha à saint Thomas d'Aquin, fait que je me dis ah ok, je vais m'inscrire et tout. Et là je me suis senti vraiment appelé à rejoindre l'église catholique, puis j'ai failli la rejoindre en mars 2018, mais évidemment mon ancien pasteur calviniste a tout fait pour m'en dissuader. Fait qu'après, s'en est suivi un très long cheminement parce que je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise à l'église calviniste. Donc je suis retourné à l'église luthérienne à Québec, même s'il n'y avait toujours pas de jeunes, parce que j'étais quand même plus à l'aise avec l'enseignement luthérien que l'enseignement calviniste. Notamment la communion, je commençais à comprendre vraiment le sens de la communion et je me rendais compte que ça marchait pas chez les calvinistes. Fait que j'ai été luthérien comme ça pendant un an, mais je sentais que c'était temporaire. Hein. Ça continue à me travailler. Puis là, le Seigneur a fini par m'appeler, parce que je continuais à aller à saint Thomas d'Aquin, parce que j'avais plein d'amis là-bas. Puis je sentais qu'il continuait à m'appeler. Fait que j'ai commencé à écouter des vidéos de Father Mike Schmitz, des vidéos de Scott Hahn, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien pasteur presbytérien, donc réformé, qui est devenu catholique après. Et ça m'a travaillé. Puis avec la pandémie, je pense, le cheminement a été comme boosté. J'ai lu pas mal de livres. Puis j'ai fini par réaliser que finalement, l'enseignement catholique était plus cohérent avec la parole. En fait, c'est ça, moi, en tant que protestant, c'était la parole, le verbe, justement, qui était vraiment au cœur, au centre de ma foi. Et en lisant la Bible, je me rendais compte qu'il y avait plein de passages où on parlait des œuvres. Puis quand j'étais protestant, on dit c'est bizarre, on dit juste la foi seule, mais il parle souvent d'œuvres, Jésus, ou même les lettres de Saint Paul. Mais j'ai laissé ça de côté. Puis après, je me rends compte, ok, finalement, c'est la foi catholique qui est la plus cohérente, parce qu'une foi sans œuvre, dans l'Épître de Jacques, c'est une foi qui est comme morte. Puis je chantais aussi un appel au-delà du côté, il y avait un cheminement intellectuel, mais parce qu'on peut toujours creuser des points, les points de blocage, la Vierge Marie, les saints, l'infaillibilité du pape tombaient les uns après les autres, mais il restait toujours quelque chose à creuser. Puis à un moment donné, j'en parlais avec Père Martin, il dit, il faut faire un acte de foi. Puis Alex Dutil, qui est un très bon ami que je salue aussi, qui est très calé en théologie, me dit aussi à un moment donné, on peut creuser à l'infini. Donc le fameux je comprends afin de croire au lieu de je crois afin de comprendre. Fait qu'à un moment donné, donc c'était en octobre dernier, j'ai fait un acte de foi, puis je me dis, ok, je pense vraiment que le Seigneur m'appelle à rejoindre l'Église catholique. C'est la secrétaire de saint Thomas d'Aquin, Chantal, que je salue aussi, qui a été la première au courant. Ok, Seigneur, je suis prêt à intégrer ton Église. Puis là, ça a été très vite. Donc première communion le 31 octobre, confirmation le 21 novembre donc, de l'an dernier. Parce que le baptême chez les protestants avait été reconnu. Oui, c'est ça. Pas besoin de te faire baptiser de nouveau. Là. Non, c'est ça. Le baptême était reconnu parce que j'avais été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit par aspersion, donc il n'y avait pas de problème. Et une fois que j'ai pris, comme disait Père Kevin, souvent c'est après avoir pris une décision que la paix arrive et qu'on sait si c'est la bonne décision. Ouais. Et après avoir pris la décision, j'ai ressenti la paix, la joie, l'amour, la liberté, que ce soit après l'avoir annoncé, évidemment encore plus après la première communion, puis depuis la confirmation, c'est comme grâce sur base des éclaircissements, etc. Fait que ça n'arrête pas. Et malgré la pandémie, là, le fait qu'on est confiné, couvre-feu et tout, je ressens la grâce de Dieu, la joie, l'espoir, alors que tout en ce moment nous invite un peu au désespoir. Bien sûr, la confirmation, c'était cet automne, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était le 21 novembre à saint Thomas d'Aquin pour le Christ Roi. Puis je me souviens, je salue mon parrain de confirmation, Vincent Breton, qui est un de mes colocataires. Il était à côté de moi, puis je tremblais, je sentais vraiment l'Esprit Saint qui faisait, j'en tremble encore maintenant, rien que d'en parler, qui œuvrait à travers moi. C'était vraiment très, très émouvant. Vraiment, il se passait quelque chose. Là. Il se passait quelque chose en dedans de moi. Romain Martini, c'était décoiffant. Oui. Quelle histoire. Évidemment, on n'a que les grandes lignes, mais on voit bien que le Seigneur t'attendait au détour et ce n'est que le commencement, semble-t-il. Merci infiniment de nous avoir partagé ce parcours de foi qui est le tien.
C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, rapidement, quelques petites suggestions culturelles de nos chroniqueurs. James. Bien, le témoignage de Romain cette semaine me fait penser à un livre tout récent là, qui est sorti en mai dernier, si je ne m'abuse, aux éditions Novalis et Artege. C'est le témoignage enquête de Alexia Vido qui s'appelle « Comme des cœurs brûlants », l'extraordinaire témoignage des convertis. Donc, c'est un livre dans lequel elle raconte, c'est une Française qui raconte elle-même son témoignage de conversion là, au début de la vingtaine. Et puis, il y a toute une autre partie du livre où elle trace un peu aussi des échos de récits de conversion dans différents personnages de catholiques plus connus. Donc, on parle entre autres de Dorothy Day, du couple rwandais d'Afrose et Syrien Rugamba. En fait, il y a d'autres personnages comme ça plus ou moins connus dans l'Église. Donc, c'est un très beau livre pour voir c'est quoi les tendances, comment Dieu parle aux gens, comment Dieu fait des conversions finalement dans l'histoire. Ça s'intitule « Comme des cœurs brûlants ». Par Alexia Vido. Merci, aux James. éditions Novalis et Artege. Valérie? Moi, je vous recommande une vieille série, mais qui vient d'être mise en ligne sur le site de Télé-Québec, donc sur leur plateforme vidéo. Il s'agit de SOS Sage-Femme, Call the Midwife. Puis c'est l'histoire d'une sage-femme qui travaille avec une communauté religieuse dans des quartiers démunis de Londres. Et c'est très touchant, inspirant. Et puis, c'est du bonbon. À ne pas écouter si vous êtes enceinte, par contre. Mais moi, j'ai essayé de l'écouter avec ma femme qui était dans ces dernières semaines. Il y a comme des histoires, brasse, des histoires d'accouchement un peu extrêmes. Là, elle s'est mise à angoisser. Genre, OK, on va arrêter ça. Mais après, par exemple, oui, ça fait du bien. Call the Midwives. Merci, Valérie. Ouais, on se lance, ouais. Alors moi, une vidéo qui va beaucoup toucher, c'est une vidéo du père, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Raniero Cantalamessa. Ouais. Les personnes qui ont fait le parcours à Alpha, c'est sûr que vous l'avez vu dans les vidéos. Le prédicateur du pape. Exactement, puis il est moi, ce qui m'impressionne, c'est ses talents de prédicateur, à quel point il est animé par l'Esprit Saint, puis son don pour les langues, parce que j'ai écouté plusieurs de ses vidéos en français, puis son français est vraiment impeccable, je suis impressionné. Puis là, j'en ai une sur le sens de Noël. Alors, elle date de décembre 2019, mais elle est toujours valide. Fait que cette vidéo, mais je dirais en général, toutes les vidéos du père Raniero Cantalamessa sont très inspirantes, fait que je vous invite vraiment à les écouter. Merci Romain, merci Valérie et James aussi. Merci à vous tous. Toi, tu n'avais pas une suggestion? Ah ouais, j'en avais une, mais là, le temps file. Ah, ben, vas-y. Bon, dans les dernières semaines, j'ai lu Les bons chrétiens. C'est un drôle de titre. Puis tu as fini, tu t'es dit, je suis un bon chrétien. Ah ouais, finalement, moi, je coche toutes les cases. Non, pas du tout. Au contraire, le bon chrétien, c'est celui qui commence par se reconnaître pécheur. Hein. Ça rejoint le témoignage de Romain aujourd'hui. Jean de Saint-Chéron, c'est publié chez Salvatore, Les bons chrétiens. Alors, si vous pensez être un bon chrétien, c'est peut-être une bonne idée de lire ce livre-là. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. Je remercie nos chroniqueurs, Romain, James et Valérie. Je remercie Marie-Pierre aussi à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.